Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous revoir, de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième édition d'Access Security. Comme vous le savez, le salon a lieu tous les 2 ans et il devait initialement se tenir en 2021, mais il n'a pas pu se tenir justement pour des raisons sanitaires bien compréhensibles. Et en fait, 3 ans se sont écoulés depuis la dernière édition qui était en 2019. Alors, il s'est passé pas mal de choses en 3 ans et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, durant ces 2 jours, Christophe Clarinard et moi-même allons animer toutes ces tables rondes avec des intervenants de haut niveau et dont beaucoup, la plupart même, sont originaires de cette région PACA. Donc je voudrais vous présenter Christophe, qui va être à mes côtés tout au long de ces 2 jours. Donc lui, il a une très longue expérience de la sécurité avec différentes facettes, car il a eu de nombreuses fonctions. Il a été officier de gendarmerie pendant près de 30 ans et il a occupé plusieurs postes de commandement, de direction opérationnelle et puis aussi de conception en état-major. Il a été l'un des précurseurs de l'intelligence économique avec le titre de référent régional en gendarmerie. Et puis en 2018, il a quitté la sphère publique pour monter son cabinet de conseil baptisé IES et qui est spécialisé dans l'intelligence économique. Merci Patrick. À mon tour de vous présenter Patrick, qui lui a une très longue carrière de journalisme, notamment dans la presse généraliste telle que l'AFP, Le Figaro et France Soir, dont il a été le directeur général. Il fonde le journal En toute sécurité en 1988. C'est une approche rédactionnelle disruptive, spécialisée dans l'information et l'analyse stratégique pour les professions de la sécurité. Régulièrement sollicité pour son expertise, il a fondé une société de conseil, Expertise et Stratégie, qui fournit des prestations sur mesure en matière d'audit et d'aide à la décision dans tout ce qui touche à la sécurité. Voilà, comme ça vous nous connaissez mieux. Alors, pendant ces 2 jours, il y aura 12 conférences qui vont se tenir. Chaque jour est organisé autour de 2 thématiques. La sécurité physique et la cybersécurité, la sécurité numérique, montrant d'ailleurs que ces 2 univers sont en train de se rejoindre, de se rapprocher. Aujourd'hui, c'est sécurité physique le matin et cyber cet après-midi. Et puis demain, on nous ferons l'inverse, cybersécurité le matin et sécurité l'après-midi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux événements qui se sont déroulés depuis 3 ans, depuis plusieurs mois même, on peut dire, pour rester dans une actualité plus récente. Et donc, on a fait un focus sur 2 thèmes qui nous semblaient importants, qui ont émergé au cours de ces dernières années. C'est la pandémie et le rôle de la sécurité pendant cette période bien particulière, et puis la multiplication des cyberattaques. Donc, nous avons fait appel à des experts pour cette première table ronde venue d'horizons différents pour traiter de ces 2 problématiques. Alors, Là, Christophe, j'invite à nous rejoindre donc Sébastien Attard de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. à Marseille, oui. David Hofer, qui est président de la Fédération française de cybersécurité et vice-président d'iTrust. Marie-Jeanne Lagarde de BNP Paribas et Yana Djugurta, directeur sécurité de Boulanger. Merci de nous rejoindre. Voilà. Donc on va commencer par parler de la pandémie et du rôle de la sécurité, de la fonction sécurité pendant cette période bien particulière. Donc je voudrais passer la parole à Sébastien Attard en premier. Vous étiez en première ligne pendant cette période qu'on peut estimer peut-être terminée, ou en tout cas le pic de la pandémie est derrière nous, on peut l'espérer en tout cas. Et donc alors comment vous avez vécu cette période bien particulière qui dure maintenant depuis 2 ans? Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente Sébastien Attard. Donc, je l'ai vécu de 2 manières différentes. Au début de la pandémie, j'étais en poste à l'hôpital public de La Ciotat. Donc, c'est un petit centre hospitalier qui n'était pas considéré comme centre hospitalier. Du moins, on ne devait pas recevoir des patients Covid.
Donc on était un peu éloigné de tout ça et on s'attendait à recevoir peut-être d'autres patients réorientés par des structures qui, elles, étaient plutôt dédiées à la prise en charge des patients Covid. Du jour au lendemain, ça a été un peu c'est le contexte un peu de la première vague. Donc on s'est retrouvé avec tous nos prestataires entre guillemets à l'arrêt, tous nos fournisseurs à l'arrêt, et avec un changement de doctrine qui était le suivant. Tout centre hospitalier qui avait un service d'urgence devait monter en urgence donc une unité Covid. Donc vous imaginez un peu au niveau des centres hospitaliers qui ne sont pas du tout préparés à tout ça. Il a fallu qu'on imagine des circuits pour des patients sains, des circuits donc pour les patients infectés, et tout ça en tenant compte de nos locaux, des contraintes que l'on avait, des contraintes liées à l'hygiène et notamment à tout ce qui était traitement d'air, et sans avoir forcément recours à des prestataires. Donc c'était relativement compliqué dans un premier temps, et le plus compliqué, ça a été de garder le personnel qui, comme tout le monde, ne sachant pas à quelle sauce on allait être mangé et ne connaissant pas le virus, ben là, la réaction du personnel, notamment par exemple des supports techniques, tout ça, ben c'est monsieur Attard, ça sert à quoi que je reste? Moi, je suis un peintre, donc vous n'avez pas besoin de moi, donc je rentre chez moi. Donc c'est l'état d'esprit qu'il a fallu d'abord, il a fallu rassurer les gens et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de fonction et on se mettait au service de l'établissement et on devait répondre, je vais dire, à toutes sortes de missions qu'on allait nous confier. Et c'est pendant cette période-là, ce qui était relativement intéressant, c'est qu'on a eu des circuits très courts en matière de communication, parce qu'on communiquait essentiellement avec le directeur des soins, en lien direct, donc j'étais en lien direct avec lui, et la cellule d'hygiène, donc l'équipe opérationnelle d'hygiène. Ce qui fait qu'on avait des circuits très courts. En termes de circuits de décision, ça a été très court aussi. Et au niveau budget, on n'avait pas de contraintes, entre guillemets, parce que ce qui était important, l'objectif, c'était soit de fermer l'établissement, de mettre en place les nouveaux circuits. Par contre, on s'est retrouvé à faire des choses relativement dans l'urgence. L'avantage qu'il y a, c'est que j'avais un prestataire, comme il pouvait travailler nulle part, donc j'ai pu le garder. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 3 semaines, on a fermé tout l'établissement en matière de sécurité. Merci pour ce témoignage. Jugurtha Jana, comment ça s'est passé pour vous pendant cette période? Est-ce que vous avez eu des fonctions un peu différentes par rapport à votre travail habituel? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Patrick, pour moi, ça a commencé par un WhatsApp, un dimanche, me demandant « Jugurtha, est-ce que tu peux t'intéresser à ce qui se passe en Italie? Je crains que ça n'arrive en France rapidement. » Ça venait de la hiérarchie. Je vous avoue que j'étais complètement déconnecté, je n'avais pas suivi l'actualité, j'étais en week-end, donc j'en profitais. Et puis en regardant les journaux et les coupures de presse, ça commençait à nous inquiéter. La première chose que l'on a faite, c'était de voir nos PCA. Parce qu'on commençait à parler de confinement en Italie. Ça pourrait nous arriver. Quand vous allez voir les autres directions, leur parler d'un PCA, non mais attends, tu t'alarmes, tu vas trop loin, ça n'arrivera pas. Donc je suis parti voir le DG, je lui ai dit, écoute, on définit un plan d'action avec une trame. Prise en compte du PCA jusqu'à test du PCA. Puis on s'est aperçu que les connexions les connexions VPN n'étaient pas suffisantes pour les collaborateurs, qu'elles n'étaient pas forcément toutes sécurisées. Donc on a eu quelques frayeurs, mais on a été prêts. Mais ensuite, il a fallu préparer le retour des collaborateurs. Il a fallu rassurer et sécuriser les collaborateurs parce qu'on a continué notre activité. Quand vous confinez tout un pays et vous dites à des livreurs, vous devez aller chez le client pour livrer des produits. Dans quelles conditions? Avec quel équipement? Quel protocole? Donc il a fallu inventer de nouveaux protocoles, mais pas seul. On s'est appuyé sur toutes les ressources de l'entreprise et on s'est mis en ordre de bataille pour pouvoir maintenir notre activité. Ce que j'aime dire, c'est que la mission première d'un directeur sécurité-sûreté, c'est de contribuer à la performance de l'entreprise, quelle qu'elle soit.
Et ensuite, dans son domaine de compétences, c'est protéger les hommes et le patrimoine en mettant en œuvre des politiques de sécurité et sûreté adaptées aux menaces existantes et futures. C'est pour ça que parfois on nous appelle les parano de la boîte. Quelle petite question, justement. Cette crise a permis de changer la vision qu'ont les CODIR ou les dirigeants sur les directeurs sûreté-sécurité des entreprises et des organisations? Alors, pour moi, ça a été la crise des Gilets jaunes. Là, on a pu voir que c'était une direction qui réfléchissait, parfois, mais qui savait mettre en œuvre une politique opérationnelle. C'est ma vision. C'est un bon directeur sécurité ou un bon responsable sécurité sûreté, c'est quelqu'un qui est disponible de la même manière pour son DG, parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais pour l'intérimaire qui commence dans la boîte. On doit l'accueillir, on doit discuter avec lui. Le personnel de ménage, les prestataires sécurité, tous les autres prestataires. Nous devons connaître notre terrain de jeu. Et donc pour la crise des Gilets jaunes, on a pu mettre en œuvre une politique de protection de nos sites. On a eu des entrepôts qui ont été bloqués, on a eu des magasins où il y avait des parcours de manifestation. Et on avait anticipé cela, on commençait à parler de confinement. Alors, je suis gêné d'en parler, mais la première fois qu'en formation vol à main armée, un collaborateur me dit « mais si on était à Pau, non, mais si on subit un attentat à Pau », j'ai dit « écoute, le terroriste qui va venir se faire sauter au magasin boulanger de Pau, c'est qu'il est vraiment au bout du rouleau ». Mais on a eu le Super U de Trèbes, alors je l'écorche toujours. Et ça peut arriver partout. Donc là, je me suis dit, j'ai pris une claque et je me suis dit non, on doit se préparer partout. Et c'est ces exercices de confinement qui nous ont permis de nous confiner. On a subi des tentatives d'invasion, d'intrusion massive au sein de nos magasins. Et on a pu se confiner, protéger nos collaborateurs et nos clients. Merci. Alors, Marie-Jeanne Lagarde, vous êtes dans une filiale d'une grande banque, BNP Paribas. Comment ça s'est passé? Est-ce que, à votre niveau, pendant cette crise sanitaire, est-ce que vous avez adapté, par exemple, le PCA? Bonjour à tous, donc Marie-Jeanne Lagarde, je travaille pour la filiale Leasing Solutions du groupe BNP Paribas en tant que responsable de la sécurité de la production. Et donc c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, la chance qu'on a eue dans la filiale aussi bien que dans le groupe, c'est qu'on avait déjà du travail à distance. Donc le télétravail était déjà déployé, mais à bien plus petite échelle. Et donc avec l'arrivée de la crise sanitaire, il a fallu qu'on revoie nos infrastructures, être sûr que justement les accès distants puissent supporter la charge, puisqu'on savait très bien que si les accès distants ne supportaient pas la charge, on mettait à l'arrêt toute l'entité et que ça avait des vrais impacts en termes de business. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on sait que les hackers prennent toujours avantage des situations de crise et donc déploient des nouvelles techniques. Donc il y a une recrudescence de tout ce qui est phishing. Et il a fallu aussi qu'on se mette rapidement en ordre de marche pour sensibiliser en masse les collaborateurs. Donc c'était déjà quelque chose qui était fait par avant, mais les resensibiliser sur les risques du phishing et aussi les préparer aux risques du travail à distance, puisque travailler à la maison, il y a aussi des risques pour la confidentialité des données, etc. Un dernier aspect qui est assez intéressant par rapport à la crise sanitaire, c'est qu'on a vu qu'en général, les entreprises ont eu tendance à réduire leur parc immobilier. Parce que je crois que c'est en moyenne 30% en Île-de-France pour faire des économies. Mais on sait aussi qu'il faut réfléchir au plan de repli, puisque si les collaborateurs ont plus de choix, plus d'accès distant pour travailler depuis chez eux, il faut qu'ils puissent retourner sur un site et travailler pour la continuité d'activité. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, après la crise sanitaire, où les bâtiments ont finalement été réduits, qui doit être pris en compte dans la stratégie. Merci. Sébastien Attard, on peut dire que la crise, en gros, n'est pas terminée, mais on espère que le pic est passé. Et puis surtout, les personnels dans votre hôpital sont revenus travailler ou n'ont jamais peut-être déserté les locaux. Mais comment ça se passe maintenant? Quelle est l'ambiance et quelles sont les mesures ou les décisions qui sont prises pour essayer de renouer avec des relations professionnelles conviviales? Alors, au niveau de la crise, on va dire la 5e vague, on est sur la fin de la 5e vague. Il y a quand même une recrudescence au niveau des cas Covid, donc on surveille ça de près.
Alors, à notre niveau, c'est un peu compliqué en ce moment parce que avec le changement de doctrine sur tout ce qui est pass sanitaire et notamment le pass vaccinal, donc on attend les consignes pour le 14 mars. Donc, ce qui est relativement compliqué, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital, donc on est en charge de contrôler les passes sanitaires. On a des règles qui sont relativement strictes, qu'on est en train d'assouplir, notamment sur les visites. Et ça a conduit à pas mal d'altercations entre nos personnels qui sont en charge des checkpoints pour contrôler tout ce qui est passe sanitaire. Donc on fait le pass sanitaire et tous les contrôles sûreté. À des situations sociales relativement compliquées et des fois à des couacs, je vais dire, qui nous font sourire. Quoi qui nous font sourire, c'est qu'on a une maternité et normalement, il n'y a que le papa qui doit venir pour visiter, donc rejoindre son épouse et voir son enfant. Et quand le personnel soignant arrive dans la chambre, il m'appelle, il me dit « Monsieur Attard, on a un problème, on a 8 papas dans la chambre ». Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, le personnel est quand même usé de toutes ces vagues à répétition. On a eu énormément de turnover. Et par rapport à la première vague où on a mis sous cloche, on va dire, l'hôpital pour le protéger au maximum. Donc le personnel soignant avait une qualité de vie, je vais dire, relativement intéressante, puisqu'il n'avait plus les tracas des visites, à gérer les visites, les familles, et ainsi de suite, parce qu'il y avait vraiment un strict respect de toutes ces règles. Et le retour, je vais dire, à la normale est relativement compliqué, parce qu'ils n'ont plus l'habitude de cette gestion-là. Donc, on s'est retrouvé avec des personnes n'ayant plus cette habitude, des personnes nouvelles qui ont intégré l'hôpital et des gens qui arrivent avec une certaine agressivité. Donc, on se retrouve parfois dans des situations relativement compliquées avec une limitation au niveau des missions de nos agents de sûreté, voire des agents de sécurité incendie qui viennent prêter main forte dans ce cas-là. Donc ça c'est plus compliqué que le côté on est tous unis de la première vague finit par se déliter eu égard à la pression constante que subissent les agents hospitaliers. C'est ça que vous nous dites. Au niveau de l'hôpital, on est toujours unis et pour répondre un peu à votre question précédente, le personnel soignant s'est rendu compte qu'ils avaient des services supports qui étaient vraiment en appui de leur activité. Donc certains médecins ont découvert les services techniques, les services sécurité, les personnes en charge des collectes de déchets. Et sans ces personnes-là, l'hôpital ne pourrait pas tourner. Donc ils ont vraiment pris conscience de ces services-là, donc ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ce sont des métiers de l'ombre, hein, et sans eux, l'hôpital ne pourrait pas tourner. Après, on a eu l'hôpital, c'est un peu la vitrine de la vie, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui comprennent parfaitement, je vais dire, la situation et les règles, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à les comprendre, ou du moins qui ne veulent pas les comprendre et qui ne les acceptent pas. Ouais, donc il faut toujours jouer avec le facteur humain. Je voudrais rebondir sur ce que disait Marie-Jeanne Lagarde tout à l'heure, parce qu'au travers de l'aspect sécurité, elle a aussi évoqué l'aspect cybersécurité. C'est pour ça que je me retourne vers vous, David Hofer. La cybersécurité aujourd'hui avec le conflit russo-ukrainien, c'est quelque chose qui doit nous interpeller ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour, donc, je suis David Hofer, je suis président de la Fédération française de la cybersécurité et je suis par ailleurs vice-président du groupe iTrust, donc, qui est spécialisé en cybersécurité, que beaucoup de gens connaissent. Je vais revenir par contre un instant sur la crise sanitaire, parce que je pense que la crise sanitaire, d'un point de vue de la cybersécurité, ça a été un tournant sur la prise de conscience en fait du sujet cyber au niveau des institutions. Ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, c'est que finalement, et vous l'avez rappelé, beaucoup de personnes ont été obligées de travailler de chez elles avec le télétravail. Et on s'est aperçu finalement que, d'une part, les salariés, beaucoup de salariés travaillaient avec leur matériel personnel,
mais d'autre part que les entreprises n'étaient pas du tout préparées à avoir toute leur activité déportée à distance. Et ça a généré en fait des failles nombreuses dans les systèmes d'information. Et ces failles ont été le vecteur multiple de cyberattaques. Et ça a été un tournant parce que cette prise de conscience, en fait, elle a généré, en fait, et vous parliez tout à l'heure des PCA, et ça m'a fait plaisir, parce que en fait, je pense que ça a été un tournant dans l'histoire de la sécurité, de la cybersécurité. C'est le début, en fait, de ce qu'on pressentait déjà il y a quelques années, à savoir la convergence entre la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité physique, la sûreté-sécurité et la cybersécurité, vers des acteurs qui, dans le futur, délivreront des plateformes mutualisées où le directeur sûreté-sécurité s'occupera aussi de la cybersécurité et vice-versa, parce qu'on s'est aperçu au travers de cette crise que finalement les PCA, les PRA, dont on n'a pas parlé, mais en fait avaient les mêmes guidelines. Donc en fait, quand on reprend la réglementation générale sur la protection des données, la RGPD, on doit mettre des PCA et des PRA au niveau de la cybersécurité, et on s'aperçoit finalement que ce sont les mêmes méthodes que l'on utilise au niveau de la sûreté-sécurité. Donc finalement, il y a une convergence extrêmement forte. Et donc sur cette crise sanitaire, je finirai rapidement avec la crise sanitaire, ça a été un véritable tournant, parce qu'une multiplicité des attaques, parce qu'une multiplicité de failles, parce que la prise de conscience, bien qu'il faut s'équiper et qu'il faut donner des accès distants finalement à ses collaborateurs ou à ses clients, mais qu'également ces accès distants, eh bien, il faut les gérer, et que c'est pas simple à gérer. Et donc ça j'allais dire, fait remonter aussi le nombre d'attaques. On l'a vu l'année dernière, hein, le nombre d'attaques a été très nombreux en cybersécurité, et d'ailleurs on n'a pas fini. Et donc, puisqu'on parle des attaques, je vais revenir à la crise ukrainienne. Et la crise ukrainienne, si votre question c'était faut-il s'en inquiéter, la réponse elle est très clairement oui. Moi je suis en relation déjà depuis plusieurs mois avec les autorités ukrainiennes. On a eu une note de l'ANSSI qui est sortie la semaine dernière sur un haut niveau de vigilance au niveau notamment de malware très impactant ou qui pourrait être très impactant. Mais il faut savoir qu'en fait, alors premier point, les cyberattaques en provenance de Russie, elles ne sont pas nouvelles. Pardon, elles ne sont pas nouvelles. Nous, on traite des cyberattaques en provenance de Russie déjà depuis un certain temps. On a observé une accentuation des cyberattaques en provenance de Russie depuis 1 mois et demi à peu près. Et quand j'ai une accentuation, c'est un très fort niveau. Alors, ce qui est nouveau dans le cadre du conflit, c'est qu'on a des cyberattaques étatiques, donc en provenance du gouvernement russe. Et alors, il y a des choses que on ne peut pas dire sur ce qui se passe. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu des campagnes de cyberattaques sur les institutions ukrainiennes déjà depuis 1 mois extrêmement fortes, avec des tentatives notamment non pas de paralysie, mais d'identification des circuits en fait de communication et des réseaux informatiques. Donc en fait, l'idée au départ, ça a été de pouvoir remonter les réseaux de manière à savoir comment les neutraliser, et les neutraliser rapidement, notamment sur les chaînes de commandement militaires. Alors, il ne faut pas croire que les Ukrainiens attendaient que ça se passe, hein. Les ingénieurs ukrainiens sont excellents, ils font partie des meilleurs du monde en cybersécurité, et ils ont mis en place des contre-mesures, ils ont mis en place ce qu'on appelle des CSIRT en cybersécurité, ils ont mis en place, avec l'aide de certains pays, également des contre-mesures offensives. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que la veille de l'attaque russe, il y a eu un déclenchement d'une vague, alors de DDoS, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails trop techniques pour tout le monde, mais des vagues de tentatives de paralysie des systèmes de communication et d'information, mais des deux côtés, parce que les Ukrainiens ont répliqué, et il y a eu une guerre de la communication qui s'est aussi enclenchée par-dessus. C'est-à-dire qu'on a observé, en fait, sur ce conflit ukrainien, on observe 2 phénomènes, alors 3 même peut-être. Il y a d'un côté des cyberattaques étatiques,
avec l'exploitation de failles zero day, avec tout ce qu'on peut imaginer pour essayer d'aller finalement attaquer un pays. Il y a des cyberattaques criminelles, mafieuses, qui sont toujours en cours et qui profitent de la situation. Et puis on a des cyberattaques, alors je ne sais pas comment le formuler, civiles, si je puis dire, où on a Patriotes. oui, alors patriotes, mais ça dépend parce que les Russes le font aussi. Alors, et en fait, on a par exemple, et je vais vous donner quelques exemples très concrets, on a des citoyens, des ingénieurs informaticiens, des Ukrainiens qui ont réussi à pirater des entreprises ukrainiennes avec leur liste de clients et qui ont distribué ces listes, par exemple, à la population de manière à ce que les Ukrainiens puissent envoyer des SMS aux familles de personnes qui avaient des soldats dans l'armée russe et qui étaient dans les forces qui envahissaient l'Ukraine. Donc, en fait, les familles recevaient des textos. Donc, les gens sont actuellement, enfin, vous savez, ils sont calfeutrés, mais ils ont toujours du réseau. Et donc, en fait, comme ils n'ont pas grand-chose à faire à part attendre que les bombes passent, en fait, ils envoient des messages aux familles russes en leur disant « mais vous savez, vous avez votre fils, il est là, mais il ne reviendra pas ». Et ça, ce sont des cyberattaques qui ont été menées par l'Ukraine, par donc, des civils, et qui en fait ont débouché sur finalement une guerre de la communication, mais qui très concrètement, alors on parle de patriotisme, oui, les Russes n'ont pas fait la même chose de l'autre côté. Et c'est intéressant parce qu'on voit que cette cyberguerre, en fait, elle a débouché sur une guerre de l'information qu'on connaissait à l'époque peut-être avec d'autres méthodes et qu'on voit aujourd'hui avec le défaçage de l'information, avec aussi les vidéos trafiquées. Mais il y a un lien extrêmement fort et ça fait partie intégrante aujourd'hui de ce conflit. Et quand on parle de cybersécurité ou de cyberdéfense, eh bien, il va y avoir des doctrines à mettre en place sur finalement l'utilisation de l'information dans le cadre d'un conflit militaire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les Ukrainiens sont très forts en cybersécurité et il y a eu donc des attaques cyber en Russie. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce qui a pu être fait là-bas? Alors, si vous voulez que je vous donne du croustillant, ça va être un peu compliqué quand même, mais enfin, tout le monde est bien conscient qu'il y a une fissure entre j'allais dire, l'Occident, l'Europe, les États-Unis et les pays de l'Est, enfin, surtout la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Et je vais juste rappeler que la France s'est dotée d'une doctrine offensive en cybersécurité il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, et que les États-Unis en ont une aussi, que les Anglais en ont une aussi, et que ces doctrines sont utilisées. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Très bien, pas de sous le sceau souci. du secret. Puis les opérations sont toujours en cours, on ne va pas révéler tout ça. Les opérations sont toujours en cours, tout à fait. Oui. Très bien. Alors, Jugurta Jana, vous n'êtes pas en conflit direct, enfin directement concerné par le conflit en Ukraine, mais peut-être avez-vous pris des mesures de précaution supplémentaires en raison de la guerre? Alors effectivement, ce n'est pas moi qui suis en charge de la cybersécurité chez Boulanger, mais je sais qu'une cellule de veille est mise en place pour surveiller effectivement ce qui se passe. Mais si je peux me permettre, Monsieur Hofer, quelles seraient les cibles, les premières cibles en dehors de l'État français qui pourraient être attaquées en France? C'est très bien, il prend notre place, il fait l'animation, mais c'est une bonne question. Je m'excuse, je reprends la parole. Je suis un peu désolé. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais alors les cibles, encore une fois, alors si on exclut le domaine étatique, en fait, c'est la paralysie de l'économie et la déstabilisation
des populations. Hier soir, on échangeait avec Vincent Trelli, qui est le patron de l'APSIS, je ne sais pas, que vous connaissez peut-être, hein, qui donc regroupe à peu près 200 RSSI d'hôpitaux. Et en fait, si je prends l'exemple du milieu hospitalier, la grande crainte actuellement, ce serait une attaque systémique sur des hôpitaux d'une région ou d'un département. C'est-à-dire que, oui, je donne un exemple concret, hein, c'est-à-dire que si on a une attaque sur un hôpital, on sait la gérer. C'est-à-dire qu'on sait rerouter, je m'excuse, je prends les hôpitaux parce que vous êtes là. On sait rerouter les malades vers d'autres hôpitaux. Par contre, la grande crainte, c'est une attaque systémique, c'est-à-dire que ce serait une attaque en même temps sur les 5-6 hôpitaux d'une région. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de plan de secours. C'est-à-dire qu'on paralyserait d'un coup tous les hôpitaux d'une même région. Alors ça, c'est un risque. Alors, on parle des hôpitaux, mais on a les banques, on a tout ce qui est vital. Alors ça, ils sont protégés, je dirais, mais d'une manière générale, il y a la déstabilisation de l'économie. Et aujourd'hui, les cyberattaques, d'une manière générale, déstabilisent très fortement l'économie parce que ce sont des pertes colossales pour l'économie mondiale. Aujourd'hui, le montant des cyberattaques, c'est le premier, le premier chiffre d'affaires des mafias. C'est plus que le trafic de drogue, c'est plus que le trafic d'êtres humains, c'est colossal. David, avant de poursuivre sur le côté financier, je voudrais rebondir sur ce que vous avez donné comme exemple, c'est-à-dire les hôpitaux, et poser une question à Sébastien. Là, je me fais j'ai une visite à l'hôpital dans 10 jours. Hein, je vais passer sur le bloc. Est-ce que les blocs sont reliés à l'Internet là? Parce que si tout s'arrête, quels sont mes risques aujourd'hui? Est-ce que, pour être beaucoup plus sérieux, les appareils que nous utilisons pour soigner nos patients risquent une cyberattaque? Alors, c'est pas trop mon domaine, puisque c'est plutôt le domaine du responsable sécurité informatique. Aujourd'hui, avant, si on fait l'analogie, on savait opérer sans être, sans ordinateur. Donc il y a certaines opérations sur lesquelles vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Les ordis vous permettent d'avoir le dossier patient et d'avoir un certain nombre d'éléments par rapport à la pathologie, ainsi de suite. Après, il y a au niveau de l'hôpital, on en a discuté pas plus tard qu'hier, puisque c'est vraiment d'actualité. Il y a des tests qui ont été faits dernièrement, il y a des tests qui sont prévus encore. On se prépare du mieux qu'on peut face à ces attaques pour basculer dans les plus brefs délais pour revenir à des solutions beaucoup plus traditionnelles avec du papier, ainsi de suite, tout ça. Les systèmes qui sont reliés avec le réseau, ce sont des systèmes qui sont... Les machines sont reliées sur le réseau pour de la télémaintenance, en règle générale. Et ces machines-là sont relativement protégées parce que au départ, le service informatique a traité dans un premier temps tout ce qui était soins, a traité tout ce qui était l'environnement biomédical et les services supports, on est un peu la dernière roue du carrosse. On est en cours de traitement au niveau des hôpitaux sur la prise en charge de tous les systèmes que l'on peut avoir dédiés à la maintenance, dédiés à un certain nombre d'applications métiers. Pour autant, vous me disiez que ce volume-là augmentait sur votre... Alors, pour un hôpital, là où le service technique, par exemple, représentait peut-être quelques éléments connectés, avec, 8%, je pense qu'on va être le premier client des services informatiques, puisque maintenant, on peut connecter à peu près tout et n'importe quoi. Donc les télés, la téléphonie, mais on peut connecter, on a toutes les centrales de traitement d'air qui sont en réseau. On peut connecter même, vous avez des chasses intelligentes, des chasses d'eau intelligentes pour limiter tout ce qui est risque sanitaire au niveau des risques légionnels, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en nombre d'équipements, on va dépasser le simple PC, quoi. Et tout ça, c'est autant de failles qu'il va falloir prendre en compte, au niveau de ces domaines.
Marie-Jeanne Lagarde, alors est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez mis en place, par exemple, de la détection de signaux faibles en matière de cybersécurité? Alors, le secteur financier, il était déjà exposé avant la pandémie, avant les événements actuels. Donc, on avait déjà tout ça en place, notamment avec le support du groupe. Donc, c'était des choses qui étaient déjà en place, mais on a quand même revu nos process pour rapprocher notamment les opérationnels des équipes cyber. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute quand même des signaux faibles. On a mis des process de communication entre les équipes et donc tous les événements anormaux, donc les IOC en termes d'infrastructure, sont beaucoup plus regardés. Après, ça reste du business as usual parce qu'on était déjà à risque, on va dire, avant tous ces événements-là. Par contre, quelque chose que vous avez dit et qui est assez intéressant, c'est on voit l'évolution de la menace. Alors, sans être forcément lié au contexte dont on parle, on sait que sur l'année 2021, il n'y a jamais eu autant de vulnérabilités que sur les années précédentes. Alors, elles sont en moyenne moins critiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus exploitées qu'auparavant par les attaquants. Donc on sait qu'en général, c'est une cinquantaine de vulnérabilités qui sont activement exploitées en ce moment dans des ransomware. Et il y a aussi un autre élément d'actualité qui est intéressant sur les menaces cyber, donc la mafia dont on parlait, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans les ransomware. On pourrait se dire que c'est assez constant puisque c'était la menace numéro 1 en 2020 et ça l'est toujours en 2021. Mais avant, le ransomware, il consistait à rentrer dans l'entreprise et à loquer les données. Donc si finalement on avait un plan de continuité et une sauvegarde des données, on pouvait être à peu près à l'abri. Et là, on le voit avec l'exemple de Nvidia, donc, qui est en cours actuellement. Le paradigme a changé. Maintenant, le ransomware fait de l'exfiltration de données. Donc, au lieu de dire on va supprimer toutes les données de l'entreprise, c'est tout le monde va avoir accès à toutes les données de votre entreprise. Et donc, en ce moment, Nvidia subit un chantage. Donc, on leur demande de publier un certain nombre d'éléments en open source ad vitam aeternam. Sinon, les pirates vont publier beaucoup de documents confidentiels, secrets, avec des brevets, et ça va avoir des vraies pertes business dans tous les cas. Donc on voit que le changement, il est quand même assez intéressant dans la manière dont on procède aux cyberattaques. Et alors, comment réagit le personnel de votre entreprise? Est-ce qu'il semble davantage concerné, motivé, mobilisé face à ces menaces nouvelles, on pourrait dire? Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus sensibilisés. Donc il y a quelques années, la production et la sécurité, c'était pas forcément les deux sujets qui allaient le mieux ensemble. Et donc aujourd'hui, toutes les équipes, elles sont sensibilisées, elles sont beaucoup plus alertes. Et puis il y a une réalité, c'est qu'avec toutes ces vulnérabilités, le temps de remédiation finalement, il est beaucoup plus important. Donc opérationnellement, on a eu un réel impact. Puisque avec toutes les vulnérabilités, ça implique de patcher beaucoup plus fréquemment. Donc les équipes qui étaient occupées à faire autre chose, elles ont dû revoir leurs priorités. Et puis on s'est aussi rendu compte que finalement les plans de patching n'étaient pas forcément suffisants. On sait qu'en moyenne les attaques, les vulnérabilités commencent à être exploitées 24 heures après leur publication. Et on sait que 24 heures, quand c'est des vulnérabilités qui touchent toutes les technologies, c'est pas suffisant pour patcher. Donc il faut aussi faire des plans de réponse aux vulnérabilités qui impliquent d'autres éléments d'infrastructure et pas forcément simplement de patcher. Alors, Jugurtha Jana, dans votre entreprise, vous avez des risques qui ont été identifiés, les gilets jaunes, la pandémie, la cyber. Et est-ce que dans ces contextes mouvants, nouveaux, vous avez des relations plus étroites avec les forces de l'ordre? Clairement. Pour mener à bien notre mission, en tout cas ma mission, on doit mailler avec les renseignements territoriaux, parfois la DGSI, les forces de police en local très régulièrement. Ils ont besoin de nous, nous les alimentons en information, mais nous avons besoin d'eux pour effectivement tenter d'anticiper les menaces futures. Mais ce maillage est parfois compliqué, cet échange est parfois compliqué. Très bien. Bon, écoutez, il est juste l'heure, vous êtes dans le bon timing. Merci pour vos interventions intéressantes, en pleine actualité. Et donc, on fait une pause, mais vraiment de 1 minute, en attendant que la prochaine table ronde qui est consacrée à la loi sur la sécurité globale et la profession de la sécurité en général va se tenir, mais vraiment dans 1 minute. En tout cas, merci pour votre participation. Merci. Merci à vous.